On le sait tous, aujourd'hui, les écrans tapissent littéralement notre quotidien. C'est pratique, c'est rapide, mais derrière cette facilité se cache une réalité beaucoup plus complexe, surtout pour les jeunes cerveaux en plein développement. Dans cette exploration, on va plonger ensemble dans la mécanique fascinante et franchement parfois inattendue de l'impact de ces appareils sur la petite enfance. C'est un sujet absolument captivant. On va s'appuyer sur des données très précises pour vraiment comprendre ce qui se trame dans l'esprit lors de ces toutes premières années. Allez, c'est parti. Commençons par ce qu'on appelle souvent l'âge d'or du développement cérébral. Que se passe-t-il vraiment de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans? Eh bien, pour comprendre l'enjeu, il y a un chiffre clé à garder en tête. 90%. C'est assez vertigineux quand on y pense. 90% de toutes les connexions neuronales d'une vie entière se forment avant même de souffler la 7e bougie. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité unique. Le cerveau construit ses fondations à une vitesse fulgurante. Il relie les sons, les textures, les mouvements pour bâtir en fait toute l'architecture de la future intelligence. Du coup, la conséquence est assez claire. Si on introduit des appareils électroniques de façon excessive pendant cette période ultra fragile, eh bien on vient carrément perturber cette croissance de base. Au lieu d'absorber des expériences tangibles dans le monde réel, le cerveau reçoit une stimulation artificielle qui ne correspond pas du tout à ses besoins naturels. Et ça entraîne par la suite des défis de développement qui sont vraiment profonds. Ce qui nous amène logiquement à observer comment tout ça entrave l'apprentissage, en particulier du côté du langage et de la motricité. Il y a un contraste frappant entre deux mondes d'apprentissage. Prenez l'acquisition du langage, par exemple. Ça demande un apprentissage actif. Un enfant a besoin de voir des lèvres bouger en vrai, de déchiffrer des micro-expressions, de capter le ton de la voix. C'est un vrai ping-pong. De l'autre côté, face à un écran, c'est de la réception 100% passive. L'écran ne demande absolument rien en retour. Et c'est justement ce manque total d'interaction dynamique qui explique très souvent les retards de langage. Le cerveau ne s'entraîne tout simplement pas à communiquer. Et attention, ça ne s'arrête pas à la parole, ça touche tout le corps. Développer sa motricité, ça exige de toucher des objets solides, de tester son équilibre face à la gravité. Passer des heures immobiles devant une vidéo, c'est littéralement voler ce temps de jeu tactile à l'enfant. Résultat, on observe moins de mouvements globaux, comme courir ou sauter, mais aussi un affaiblissement sournois des muscles fins de la main. Sans manipuler des blocs de construction au colorier, la coordination physique ne se fait pas comme elle devrait. Et puis, il y a la distraction mentale. Le mécanisme ici est fascinant mais franchement inquiétant. Les contenus pour enfants bombardent le cerveau de couleurs ultra vives, de montages frénétiques, de musique surstimulante. Le cerveau s'habitue très vite à ces énormes décharges de dopamine, vous savez, l'hormone de la récompense immédiate. Le choc, c'est quand l'enfant retourne à la réalité. Une réalité qui est, par définition, beaucoup plus lente. Du coup, écouter les explications d'un adulte ou regarder un livre devient insupportablement ennuyeux, ce qui provoque une perte de concentration sévère. Au-delà de ces retards cognitifs, il faut aussi parler des dommages plus silencieux, ceux qui touchent la psychologie et le physique de l'enfant. Pour bien visualiser l'ampleur de ces effets cachés, le plus simple est de séparer ça en deux catégories. L'impact sur le comportement et la psychologie d'un côté, et l'impact physique sur le corps lui-même de l'autre. Côté psychologie, le signal d'alarme classique, c'est la fameuse crise de colère, parfois d'une violence inouïe au moment même où on annonce que la tablette c'est fini. Ce n'est pas juste un caprice ordinaire, c'est une vraie réaction de sevrage due à un attachement de nature addictive. En plus, cet enfermement numérique isole l'enfant de ses petits camarades. Et cette absence de vraie socialisation, ça atrophie drastiquement l'intelligence émotionnelle et l'empathie. C'est tout à fait logique. Pour comprendre les émotions des autres, il faut pouvoir les pratiquer avec de vrais humains. Sur le plan physique, l'addition est tout aussi salée. Fixer une lumière artificielle d'aussi près pendant de longues périodes, ça fatigue énormément les yeux et c'est une cause directe du développement de la myopie très tôt chez les jeunes. L'autre grande victime silencieuse, c'est le sommeil. La lumière bleue émise par les écrans bloque chimiquement la production de mélatonine, l'hormone indispensable pour dormir. Conséquence, des nuits hachées, un sommeil superficiel, ce qui empêche le cerveau et le corps de se régénérer correctement. Bon, avec tout ça en tête, quelle est la feuille de route? Comment on protège les enfants face à ces défis? Heureusement, l'Académie américaine de pédiatrie nous donne un mode d'emploi très clair, basé sur l'âge. De 0 à 18 mois, la règle est stricte, 0 écran. Interdiction totale, à l'exception éventuelle des appels vidéo pour maintenir le lien avec la famille. Entre 18 et 24 mois, on peut commencer à introduire un peu de contenu de haute qualité, mais attention, toujours en regardant activement avec l'enfant. De 2 à 5 ans, on pose un plafond strict d'1 heure maximum par jour de contenu qualitatif. Enfin, pour les 6-7 ans, le mot d'ordre, c'est de fixer des limites fermes pour garantir un vrai équilibre entre les écrans et les indispensables activités physiques. Au final, tout ça nous ramène à la conclusion peut-être la plus importante de ces recherches. Un enfant n'a pas du tout besoin d'applications soi-disant intelligentes
pour le devenir. Ce qu'il lui faut, c'est un environnement riche, des jeux qui éveillent les sens, de vrais livres en papier, et surtout du contact humain. C'est l'essence même du développement. La vraie créativité, l'intelligence et l'empathie se construisent dans le monde physique, par la texture et la chaleur du contact, et certainement pas derrière une vitre en verre. Pour clôturer cette analyse, il y a une dernière question à garder en tête, une question qui invite vraiment à une profonde réflexion. Est-ce que le confort immédiat qu'un écran nous offre aujourd'hui, pour avoir un instant de calme, vaut réellement le coût que l'enfant va payer dans son développement de demain? C'est une interrogation urgente qui remet en perspective nos habitudes de tous les jours et qui souligne à quel point il est vital de protéger le potentiel infini de ces jeunes esprits en pleine formation.